Denis Robin, le directeur général de l'ARS PACA, Géraldine Cornet-Giquel est la directrice des systèmes d'information de l'ARS PACA et Benoît Bresson est le directeur du GIP Innovation e-Santé Sud du groupement régional d'appui au développement de la e-santé, IESS, c'est bien ça. Que d'acronymes aujourd'hui, hein. J'aimerais bien qu'on m'offre ce soir le dictionnaire en 800 pages et 14 volumes de tous les acronymes que j'aurais pas retenus chez vous. Je vais vous laisser partager, vous avez les micros devant vous, il doit même rester un micro peut-être dans la salle. Peut-être partager avec nous ce regard. D'abord, Denis, le projet régional est en construction. Parlez-nous peut-être de votre vision et de l'intérêt finalement du numérique dans ce projet. Et puis vos camarades compléteront juste après. Je garde le temps, je suis le frustrateur, si ça se dit comme ça, pour venir vous couper très vite pour que la salle puisse ensuite vous poser des questions. Denis, c'est à vous. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Vous savez, quand j'étais gamin, il y avait un jeu, c'était sur une image, c'est chercher l'intrus. Aujourd'hui, j'ai un petit peu l'impression d'être l'intrus. Parce que moi, je suis pas ingénieur, je ne suis pas technicien, je suis un faible usager du numérique. Et deuxièmement, je ne viens pas du monde de la santé. J'ai été nommé directeur général pour d'autres raisons. Moi, je viens du milieu préfectoral, de l'administration de l'État, et je ne viens pas de votre communauté. Alors, ça fait quand même plein de raisons pour se demander pourquoi je suis là aujourd'hui. En même temps, ça me permet peut-être d'avoir un regard un peu distancié, qui n'est pas complètement inintéressant, dans des réflexions forcément à caractère stratégique. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on participe tous à une période historique enthousiasmante. Le système de santé, notre système de santé, est en train de se reconstruire sous le coup de multiples crises, pas seulement de la crise sanitaire, pas seulement de la crise Covid, mais de multiples crises successives. Notre système de santé est en train de se recomposer et nous y participons au quotidien. Alors parce qu'on est dedans, on ne s'en rend pas toujours très bien compte, ou on ne décèle pas, on voit les difficultés et on est content de les avoir résolues au jour le jour, mais toutes ces micro-solutions que nous apportons à notre système est en train de dégager progressivement un nouveau dispositif qui évidemment est piloté et accompagné au niveau national, un nouveau dispositif qui va être multipolaire, un dispositif où on va répartir la charge sans doute très différemment de ce qui est le cas aujourd'hui et où les différents pôles, public, privé, libéral, vont trouver un nouvel équilibre dans ce dispositif, mais dans une relation, évidemment, à réinventer aussi, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Deuxième point, les différents métiers sont en train d'exploser. Et la répartition des responsabilités, on le voit bien, tout doucement, les lignes sont en train de bouger. Alors ça crée aussi des résistances, ça suscite des questions, ce qui est normal. Tout changement suscite aussi des résistances, mais il n'empêche que ce mouvement est en place et qu'il se déroulera. Le tout, c'est qu'on l'accompagne et qu'on l'anticipe. Mais tous ces mouvements-là, qui sont en train d'inventer un nouveau dispositif, il ne fonctionnera que si ce système multipolaire, avec des intervenants multiples, savent communiquer entre eux, savent partager et sont mis en réseau. Et donc, on remplace l'institution qui était le pilier de notre système par un gigantesque réseau où chacun doit trouver sa juste place. C'est facile à dire comme ça, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Et c'est là où le numérique est évidemment essentiel, et il est sans doute une des clés de voûte de la construction de ce nouveau dispositif qui se crée sous nos yeux. Alors tout ça, ça se fera pas sans difficulté, en prenant du temps et avec l'adhésion de tout le monde, sinon ça ne marche pas. Premier point, j'ai le sentiment un peu souvent que le patient est la propriété de son traitant, quel qu'il soit. Là, grâce à ce nouveau dispositif multipolaire, on est dans un autre système où le patient est un peu propriétaire de ses soignants qui sont priés de se mettre en réseau, de partager et d'éviter de lui redemander en permanence les mêmes choses, les mêmes analyses, les mêmes trucs, etc. Bon. Deuxième difficulté que nous avons, c'est que souvent, chaque avancée crée une attente encore plus importante, plus forte, plus lointaine. Et on se dit, pourquoi on ne va pas plus vite, pourquoi on va pas... Mais nous allons tous à des rythmes différents. Et surtout, comme on est dans un système multipolaire,
On est dans un système où chacun doit trouver sa place. Et donc, nous sommes dans un système finalement de négociation permanente entre nous tous. Il y a ceux qui voudraient aller plus vite, il y a ceux qui traînent un peu, et il faut que chacun discute et qu'on aille tous au même pas, sinon ça ne marchera pas. Mais on compte sur les plus dynamiques quand même pour tirer un peu les autres. Dans mes responsabilités administratives, moi ce qui me frappe aussi, c'est que ça interroge beaucoup la relation, par exemple, nationale-territoriale. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines, mais c'est notamment vrai dans le domaine du numérique, avec une phase d'innovation, d'ébullition au niveau territorial, on invente des choses, on est très content, on dit nous on a su faire ci, nous on a su faire ça, etc. Puis à un moment on trouve nos limites, parce que si tout ça n'est pas cadré au niveau national et si on a des outils qui sont limités aux frontières régionales, ça ne peut pas marcher. Et donc il y a une deuxième phase qui est la phase de cadrage national, totalement légitime, mais qu'on vit des fois un peu comme des frustrations ou comme un ralentissement, etc. Et puis ça repart, etc. Et ça, c'est parfois un peu difficile à vivre, mais c'est absolument indispensable. C'est comme ça dans tous les domaines. Le tout, c'est qu'on sache le piloter, Madame la directrice, ensemble, se l'expliquer, se le dire. Donc voilà, tout ce qui se passe, tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce qu'on est en train de vivre, ça n'est pas qu'un sujet numérique. C'est en fait l'évolution de tout notre système de santé. Et c'est ça qui est absolument passionnant. Ça n'est pas qu'un sujet de technicien. C'est pour ça que finalement, je ne me sens pas si intrus que ça dans votre communauté. Et le système, ce système multipolaire de réseau, etc., il doit, du coup, être accompagné. Dernier point d'intervention pour moi, avant de me faire rappeler à l'ordre, c'est qu'il y a une chose qui m'inquiète un petit peu dans vos systèmes, c'est qu'on multiplie beaucoup de produits, on multiplie beaucoup de réseaux, de messageries, etc. Il y a forcément un moment où on sera rattrapé par la patrouille et le praticien, l'usager, celui qui dicte un peu sa loi, il va nous dire, attendez, les gars, si vous ne faites pas un truc un peu plus inclusif, où moi j'ai un produit qui me permet d'accéder à tout, si je ne dois pas refaire 25 fois mon code sur des trucs différents pour accéder à tout, ça ne marchera pas. Voilà. Donc un peu d'inclusion, un peu de négociation entre nous pour aller vers l'inclusion, je pense que c'est aussi une des clés de la réussite. Merci Denis pour cet éclairage justement et pour pouvoir évoquer votre vision. On va aller plus loin avec vous, Géraldine Cornet-Giquel. Je le disais, vous êtes la directrice des systèmes d'information de l'ARS PACA. L'idée, c'est que vous puissiez nous présenter concrètement vos axes précis justement et ce projet qui va être mis en œuvre. Oui, merci. Donc effectivement, dans le cadre des travaux qui ont lieu actuellement au niveau du projet régional de santé, il y a beaucoup de groupes de travail qui soulignent l'importance du numérique sur les différents axes et thématiques qui ont été retenues comme prioritaires. Donc en premier lieu, autour de la coopération entre les professionnels de santé, vous l'évoquiez, monsieur le directeur général, effectivement, il y a un enjeu fort de... Écoutez, comme je n'ai jamais postulé chez vous, je me permets de vous appeler monsieur le directeur général, cher Denis Robin. Donc, effectivement, la coopération est un enjeu fort compte tenu de l'évolution du système de santé. La coopération entre les professionnels de santé a été vraiment soulignée et l'apport du numérique dans ce cadre-là est très attendu. Alors, il y a eu des belles évolutions et Benoît en parlera tout à l'heure. Mais donc effectivement, là-dessus, sur la coopération, déjà simplement donner à voir l'offre de santé sur un territoire, l'offre de santé qui est accessible en télé-expertise, en télé-consultation, en télésurveillance, ça aussi c'est quelque chose sur lequel, à la fois avec le niveau national et régional, on va travailler, on travaille déjà. Sur la coopération aussi, l'interopérabilité, alors c'est un gros mot et qu'on essaye de plus trop utiliser, mais en tout cas, la facilitation des échanges, quels que soient les outils qu'utilisent les professionnels, et surtout avoir un socle de base d'échanges qui soit facile à utiliser et qui soit communicant. Donc ça, c'est évidemment une pierre angulaire importante de l'évolution du système. Il y a également autour de l'accès aux soins, l'égalité d'accès aux soins. Donc là, on revient sur tout ce qui est télésanté, avec une nécessité d'accompagner les acteurs de territoire qui ont des projets, qui ont envie d'avancer et qui parfois sont aussi démunis pour trouver les requérants, les requis. Donc arriver à constituer ces équipes et ces projets de santé qui ensuite vont s'appuyer sur des outils numériques. Également sur la partie amélioration de la qualité des prises en charge. On a aussi identifié qu'il y avait des axes forts. Alors déjà, avec des avancées qui sont apportées là
dès maintenant, avec le déploiement du DMP, Mon Espace Santé, en accessibilité depuis les logiciels des professionnels de santé. Donc tout ça va permettre, par exemple, pour un professionnel qui prend en charge le patient qu'il ne connaît pas, d'avoir accès à son historique de santé. Donc ça, c'est quand même un élément essentiel pour améliorer la qualité de la prise en charge. Également, sur ces aspects-là, tout ce qui se développe autour de la e-prescription, qui va faciliter aussi la partie prise en charge en qualité avec tout le réseau des professionnels de santé qui prennent en charge le patient, et en particulier les patients, les malades chroniques. Donc tout ça est vraiment ce sont des axes qui ont été relevés dans le cadre des groupes de travail du PRS. Les attentes aussi des usagers autour d'être accompagnés pour éviter que le numérique soit vecteur de fractures supplémentaires et de difficultés supplémentaires pour accéder aux soins. Donc tout ce qu'on pourra faire en termes de médiation numérique auprès des usagers. Et puis il y a aussi la médiation numérique auprès des professionnels de santé. Je crois qu'il y a une table ronde cet après-midi où on va en parler. C'est aussi très important, de manière à, comme vous le disiez, chacun trouve sa place et soit à l'aise avec les outils. Et enfin, il y a aussi une dimension autour de la recherche et l'innovation, sur tout ce qui est concentration et récupération des données au sein d'entrepôts. Donc ça, c'est des choses, M. Crémieux, vous l'avez évoqué tout à l'heure, effectivement, qui nous permettront ensuite aussi de développer des programmes à l'échelle régionale tout à fait intéressants. Il y a déjà un appel à projet en cours sur cette thématique. Peut-être Benoît ? Benoît, on va continuer dans le concret avec vous sur la manière dont on doit s'organiser et puis peut-être avec des illustrations sur ce que le GRAD a mis en place. Tout à fait. Je vais peut-être aussi évoquer notre manière d'agir, parce que je voulais reprendre ce que vous disiez, Monsieur Crémieux. Il y a un enjeu avec le numérique de ne pas arriver avec un outil en disant voilà comment est-ce qu'on va pouvoir vous aider avec cet outil. Mais c'est plutôt justement de comprendre quel est l'enjeu de la prise en charge auquel on est confronté au moment de vouloir essayer d'aider à ce que les choses s'améliorent dans le cadre de ce qui est défini par le PRS et par l'Agence régionale de santé, puisque bien évidemment notre champ d'action c'est amener des améliorations avec les outils numériques et à aider à mettre en œuvre, à initier les organisations qui sont en train de se mettre en place. CIGETEI, les communautés professionnelles territoriales de santé, les DAC, qui doivent interagir avec l'hôpital. La relation ville-hôpital, c'est quelque chose qui doit se construire et qui n'est pas simple à construire d'ailleurs. Diminution du nombre de médecins, difficulté d'accès à l'hôpital, tout ça. Vous voyez, je suis informaticien à la base, en intelligence artificielle, et pourtant, je fais le pas, et c'est vraiment le travail qu'on fait avec nos équipes, de comprendre les enjeux du territoire, les problématiques territoriales. On parle de personnes âgées, on parle de pouvoir aider toutes ces structures qui se mettent en place pour les prendre en charge, pour les maintenir à domicile, pour faire tout le travail qui doit être fait. On parle de responsabilité populationnelle, d'anticipation et d'éviter que ces patients tombent malades. Donc voilà, il y a un enjeu de se positionner correctement dans cet écosystème-là. Et on ne doit absolument pas le faire en tant qu'informaticien. On doit absolument le faire pour résoudre des problèmes qui concourent à permettre le déploiement de ces politiques de santé. Et ça, franchement, c'est la chose la plus compliquée à faire. Parce que quand on se déplace sur le terrain, auprès d'un médecin libéral, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on lui règle son problème du jour. Et sur la relation ville-hôpital, ce qu'on veut, c'est trouver des outils miraculeux qui permettent de faire que ces deux structures qui ont du mal à se parler parce qu'elles n'ont pas le même quotidien, réussissent à le faire. Et donc, en fait, on est beaucoup dans un travail de trait d'union entre ces entités, voir comment est-ce qu'on peut faire pour aider les organisations à se mettre en place, et comment les leviers numériques peuvent faire que ça fonctionne. Donc effectivement, si je prends des choses sur lesquelles on a travaillé, parce qu'on a fait des pilotes sur ce sujet, et ça s'est d'ailleurs très très bien passé. On a travaillé par exemple sur l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque en PACA, c'est 113 000 insuffisants cardiaques. Donc déjà, sur quel sujet, c'est quoi l'insuffisance cardiaque et quelle est la part sur laquelle on se focalise? En l'occurrence, après avoir analysé la problématique, c'est l'accès à l'hospitalisation, au lit d'hospitalisation pour les insuffisants cardiaques qui en ont vraiment besoin. Et si on fait ce travail d'analyse, on tombe sur 15 000 patients. Donc on passe de 113 à 15 000.
Mais l'hôpital, lui, il en reçoit 30, 35 000. Il n'a pas forcément les insuffisants cardiaques qui ont vraiment besoin d'accéder à l'hôpital. Donc comment est-ce qu'on se structure entre la ville et l'hôpital pour grader l'identification, savoir comment on va les envoyer, comment, une fois qu'on a identifié, on facilite l'accès, que pour arriver à envoyer son patient insuffisant cardiaque qui a vraiment un besoin maintenant, on ne passe pas par les urgences. Et qu'on ait vraiment un outil qui permette de communiquer, on sache que la prise en charge va se faire. Donc voilà, donc on a travaillé avec le docteur Tartière, il a fait un énorme travail de communication avec les DAC, avec les CPTS, d'échanges pour essayer de s'organiser. Et là, on parle vraiment de prise en charge. On était présents, mais là, on a parlé prise en charge et on a parlé organisation. Cette organisation en plusieurs temps. Et une fois que ces temps ont été définis, vu qu'on était présents, on a pu les aider sur ce que l'outil peut faire, parce que l'informatique a un don d'ubiquité. On ne va pas refaire de la transmission papier, on peut aller plus vite, on peut faire des choses. Donc là, on est aussi là pour essayer d'améliorer l'organisation avec les outils numériques. Puis ensuite, là seulement, une fois qu'on a fait sur le 100% du temps du projet, on vient de passer 80% du temps à se mettre ensemble, à parler, à voir comment on allait faire pour résoudre ce problème. Et les 20 derniers pourcents du temps, c'est le moment où on fait le paramétrage et où on passe dans le test. Et puis évidemment, comme le disait M. Crémieux, ça ne marche jamais, il faut réitérer, il faut des professionnels qui soient en capacité d'entendre et de comprendre quelles sont les problématiques. Et au bout de quelques itérations, on finit par réussir à faire quelque chose qui fonctionne. Mais on est bien parti du métier, de l'organisation, tout en étant en soutien de cette politique de santé. Et la dernière problématique, et je m'en arrêterai là, c'est que là, c'est très bien, mais de ce sujet dont je vous ai parlé, sur les 15 000 patients, on en a traité 800. Donc on a un vrai problème de passage à l'échelle. Comment est-ce qu'on fait? Il nous a fallu 6 mois pour faire ce projet. On fait 6 mois fois 15. En termes de budget, ça ne va pas le faire. En termes de temps, ça ne va pas le faire. Donc il y a une véritable problématique aussi d'avoir une réponse, à mon avis certainement très institutionnelle. D'ailleurs, ce projet est monté au travers d'un projet national porté par Etiquaire en outil LIC, outil IC, qui est devenu d'ailleurs un outil mis à disposition au niveau national comme étant une expérimentation qui fonctionne très bien. Mais on a une problématique de passage à l'échelle. On ne peut pas reproduire sur chaque territoire à chaque fois la même chose. Donc il y a un véritable travail qui doit être fait pour mettre les bons moyens et pour mettre le bon niveau d'action pour réussir à faire ce déploiement. Et là, je n'ai parlé que de l'insuffisance cardiaque, je n'ai pas parlé du diabète, je n'ai pas parlé des maladies chroniques, etc., etc. Donc il y a cette complexité que vous évoquiez, le numérique, il ne va pas pouvoir être partout. Le grade, on dit qu'il est gros, mais en fait, il est microscopique par rapport aux enjeux et à ce qu'on doit mettre sur le terrain pour que ça fonctionne. Tout en se disant, c'est pas une problématique de grade, c'est une problématique de réussir à animer, c'est bien, on est tous là, mais c'est justement une problématique de réussir à tous se mettre autour de la table sur une méthode qui fonctionne. Merci. Voilà. Alors, on va avoir des questions de la salle, certainement. Vous nous jetez à la figure ces enjeux qui parlent à tout le monde, j'imagine, évidemment. Les réponses sont dans la salle, elles sont aussi chez vous, elles sont aussi à l'ARS. Est-ce que une partie des réponses, justement, pour accélérer, pour faciliter, pour aller plus loin, se trouve aussi chez vous? Comment est-ce que les gens dans la salle, vous pourrez témoigner, peut-être peuvent faciliter? Est-ce que vous, à l'ARS, vous êtes dit aussi, il y a des choses que l'on va accompagner encore plus pour faciliter, pour simplifier? Enfin, ces réponses, elles ne sont pas d'un côté ou de l'autre, elles sont collectives. Qu'est-ce que vous diriez, Denis Robin, sur le sujet? En tout cas. Bien sûr. Mais si vous voulez, je pense qu'une difficulté qu'on a, qui n'est pas propre au numérique, c'est que quand il s'agit d'accompagner une expérimentation ou lorsqu'il s'agit de financer un projet émergent, alors là, il y a toujours plein de gens qui sont prêts à répondre, et l'ARS, évidemment, c'est son rôle, elle est là pour faire. Lorsqu'il s'agit de passer du projet expérimental à une généralisation, alors là, en général, on sait moins bien inventer les modèles financiers, et c'est là où souvent on pêche. Bien sûr. On a cette espèce de mur de l'industrialisation du produit. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à régler. C'est vrai dans le domaine du numérique, c'est vrai dans le domaine de l'organisation des soins, c'est vrai dans le domaine de etc. Bon. Donc c'est pas nouveau. Bon, l'ARS accompagne tous ces projets. D'abord, l'ARS
finance le grade, même s'il est microscopique, c'est un microbe qui coûte cher. Très très bien. C'était l'occasion de vous le rappeler. Merci beaucoup. Mais on le fait avec plaisir parce qu'il produit de magnifiques résultats. Et on essaye d'être à l'écoute de tous les territoires et de porter tout ça. Ce qui est alors à la fois une immense richesse et une difficulté, et c'est le sujet institutionnel aussi qu'évoquait Benoît, c'est que on est dans une période de construction. Donc les choses vont à des rythmes différents et on construit des structures, on s'appuie sur des structures. Par exemple, la CPTS qui est en train de devenir l'alpha et l'oméga de notre système de soins. Les CPTS sur notre territoire, elles sont toutes différentes les unes des autres. Et on en a qui sont très très avancées, très intégrées, et puis on en a qui sont aujourd'hui pas des coquilles vides, faut pas dire, mais des lieux de discussion sans beaucoup d'organisation. Alors donc on doit trouver des solutions. Enfin, on peut accompagner les plus innovants, mais après, là encore, au stade de la génération, et pas seulement pour des raisons financières, on bute un peu sur ce manque d'homogénéité de notre écosystème. Géraldine, je vous ai vu réagir. Le micro va fonctionner. Oui. Ouais. Simplement pour dire effectivement ce qui est aussi un moyen, et vous l'aviez dit, monsieur le directeur général, de s'assurer que l'écosystème et que les acteurs de santé s'approprient les outils, c'est les associer dans les choix qu'on fait. C'est ce qu'on avait fait en particulier sur la plateforme e-parcours, et l'URPS-ML, les URPS avaient été assez présents dans cette phase de choix. Après, il faut continuer, c'est-à-dire qu'il faut continuer à associer les professionnels dans les options qu'on prend, dans les paramétrages. Et effectivement, je sais que Benoît, tu avais la volonté de créer des collèges par spécialité pour justement se mettre d'accord sur des grilles de recueil qui pourraient être partagées de manière à faciliter ensuite les mises en place dans les différents services qui sont concernés et les territoires qui sont concernés. Donc je pense que c'est aussi, et c'est vraiment notre volonté, c'est d'associer les acteurs de santé à la construction des solutions numériques qu'on met en place, et solutions à la fois, on va dire, techniques, mais aussi l'accompagnement qu'on définit et qu'on prévoit. Benoît ? Peut-être juste un élément, parce que et je prends les questions juste après. Il y a aussi les socles de base, parce que là on a évoqué tout cela, mais effectivement les outils numériques doivent s'appuyer sur des socles de base, c'est les piliers du Ségur. Et donc l'INS, identifier correctement un patient. Si l'INS n'existait pas, arriver à se décloisonner, arriver à faire qu'une CPTS communique avec un hôpital, comment on fait si on n'identifie pas correctement le patient ? Si on n'a pas des outils minimum commun comme la messagerie sécurisée de santé qui existe, comment est-ce qu'on fait ? On finit par WhatsApp. Donc ça, il faut absolument qu'on l'évite. Il faut qu'on ait aussi la possibilité d'avoir des données dans un dossier unique, c'est le DMP, avec le versant Mon Espace Santé pour le patient. Donc c'est ça qui est quand même très encourageant aujourd'hui, c'est que on manquait de ces socles de base, parce qu'il y a un moment, il faut un minimum sur lequel tout le monde a l'obligation de les mettre en place, que ce soit les hôpitaux, mais surtout les éditeurs derrière. On a parlé du financement, et on a parlé de cette transformation. C'est essentiel, parce que si on n'a pas ça, on n'a pas la base. Et après, derrière, on ira et on travaillera sur des choses plus complexes. On parle beaucoup d'interopérabilité, on en discutait tout à l'heure. On a une problématique d'interopérabilité au sens métier du terme. Je veux échanger sur des allergies. Les allergies qui vont être mises dans un logiciel de cabinet de ville ne sont pas celles qui sont attendues par le médecin radiologue, qui lui a besoin de savoir si vous avez une allergie aux produits de contraste. Et si on l'inonde d'informations qui ne sont pas pertinentes, alors il n'en veut pas. Bien sûr. Et donc la réaction, c'est « je n'en veux pas ». C'est-à-dire même pas la petite partie, je n'en veux pas du tout. Je préfère réinterroger. Donc il va y avoir aussi un enjeu d'organisation médicale entre un moment thérapeutique et un autre, j'ai besoin de transmettre une information. Quelle information je transmets ? Je ne peux pas juste faire un pot dans lequel je mets tout, parce que ça ne marche pas. Ça va juste inonder les professionnels d'information, ils ne sauront pas faire le tri. Donc il y a des très grands enjeux de travail. Et de ciblage. Et de ciblage. Et peut-être que l'IA nous aidera, mais il y a quand même un travail de fond à faire entre nous, entre professionnels, pour communiquer cette information. D'accord. Si vous pouvez juste éviter de me regarder quand vous parlez d'INS, CPTS et DMP dans la même phrase, s'il vous plaît. Parce que c'est pour que vous en reparliez tout au long de la journée. Je me sens contraint de faire semblant de comprendre. Des questions, certainement, des réactions, je suis d'accord, pas d'accord. J'ai des propositions. Je signe la pétition. Qui veut prendre la première question, première remarque dans la salle ? On va passer à la deuxième question dans la salle. La première est toujours un peu au bof. La deuxième. Est-ce que c'est parce que c'est l'ARS que vous n'osez rien dire ? Ils vous ont vraiment trouvé formidable. Hein. Ça, je peux vous dire que... On est à la veille des autorisations.
Ah oui, vous êtes à la veille des autorisations, bien sûr. Pardon, monsieur le directeur général. J'aurais dû le savoir avant pour vous appeler comme ça. Quelqu'un d'autre, des questions, des réactions, des remarques? Ah ben très bien, merci madame. Dont je rappelle qu'elle fait partie des jeunes. Je vous en prie, allez-y. Non, mais c'est madame ce matin qui a dit, mais on est jeune à 50 ans, c'est pour ça que je me permets la petite remarque, pardon. Bien sûr, le micro bleu va fonctionner, s'il vous plaît. Vous savez qu'on va laisser tous les micros allumés, ça fonctionne, ne vous inquiétez pas. Bonjour madame, je vous invite à vous présenter si vous le souhaitez. Avec plaisir. Je m'appelle Agnès Papone, je suis la directrice de la CPTSH3VE, qui vient d'être avalisée, pas plus tard que lundi. D'ailleurs, à titre de petite info, on a appris qu'on était validé par un moyen complètement détourné, parce qu'on n'a pas reçu nous-mêmes le courrier. Donc un petit lapsus informatique là aussi. Mais moi, je viens d'une culture un peu différente à ce milieu. J'étais chercheur en santé publique et j'ai été recherchée dans mon fin fond de ruralité pour aider à construire le projet. Et donc mon regard sur le déroulé, le montage, etc. est assez un peu comme un ovni, on va dire. Et j'aurais, moi, pensé qu'il y aurait peut-être certaines choses qui pourraient être mieux faites et qui pourraient être mieux réfléchies. Sauf qu'il y a très peu de moyens de donner ces pistes-là à des réflexions constructives. Donc, par exemple, je ne dis pas une boîte de suggestions ou les systèmes de notation qui sont maintenant dans l'ubiquité du réseau social, etc., mais de dire, écoutez, par exemple, l'année dernière, à la journée des CPTS, c'est un peu un hors-sujet, mais à la journée des CPTS, à la CPAM l'année dernière, on nous a proposé une obligation de travailler sur l'insuffisance cardiaque avec un PDF non modifiable qu'il fallait renseigner. Et là, on s'est dit, mais ils ne veulent pas l'information, en fait. Ils ne la veulent pas, parce que si c'est comme ça qu'ils la recueillent, ils ne l'auront jamais. Et moi, je pose la question de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas, quelque part, dans toutes ces instances et tutelles, peut-être la place pour un ministère de la simplicité? Si vous pouvez éviter de les engueuler, parce qu'ils vous ont pas envoyé de PDF, hein, ces trois-là. C'est peut-être quelqu'un d'autre, mais vous appellerez Jean-Michel Robinet ou Jean-Pascal Lavabo qui l'ont fait, mais peut-être pas eux. Donc, vous l'entendez, ce petit cri du cœur? Oui, 100%. Si le discours, c'est de dire qu'on peut s'améliorer, on peut être que d'accord. Mais sans mauvais jeu de mots, il n'y a rien de plus compliqué que de simplifier. Parce que, vous savez, il y avait un parlementaire, en parlant des niches fiscales parlementaires, et dans chaque niche, il y a un chien de garde. Mais dans la simplification, c'est pareil. C'est-à-dire que derrière chaque complexité, chaque complication, il y a un acteur qui défend quelque chose, qui défend une mission historique, qui défend des moyens, qui défend une reconnaissance, qui défend, etc. Et c'est pas souvent qu'un sujet technocratique de dire tiens, on change un truc. Il faut arriver à convaincre tout un écosystème de passer au-delà et de simplifier un dispositif. Donc on s'y emploie, c'est pas simple. Par contre, là où je suis très intéressé par ce que vous dites, c'est que en matière d'innovation, la simplification pour moi est une innovation. En matière d'innovation, souvent le plus difficile, c'est la captation du besoin d'innovation et la captation de l'innovation. On ne sait pas très bien faire, vous avez raison. Donc il faut qu'on trouve les moyens pour le faire. La difficulté, c'est que j'aurais envie de vous dire, il existe des tas de dispositifs locaux, les CTS, maintenant le CNR en santé, qui peuvent être des occasions de se réunir localement, multi-acteurs, pour en discuter. Mais sur le numérique, on est sur des sujets où le micro-territoire n'est pas forcément l'échelle pertinente. Donc il faut qu'on trouve quelque chose de plus large. Mais moi, je prends volontiers la question. On peut y travailler et essayer de faire remonter, de mettre en place un espèce de dispositif de remontée et de partage d'idées au niveau régional. Si on peut le faire avec le GRAD et avec l'ARS, il n'y a aucun problème. Et on a quand même vu des choses très positives avec le Ségur, parce que l'ARS, l'assurance maladie, le GRAD, on a travaillé ensemble pour justement faire que ça fonctionne, faire qu'on puisse collaborer ensemble, parce qu'évidemment, chacun a son champ d'action spécifique et il ne fallait pas, ça sert à décloisonner, donc il ne fallait pas que ça soit cloisonné. Et donc c'est quand même ce qu'on a réussi, c'est à pouvoir se parler, se décloisonner, pouvoir évoquer des choses. Donc il y a quand même, alors on va dire ça part pas du haut, c'est pas la simplification, hein,
d'une déconcentration, mais n'empêche, sur le terrain, on peut de plus en plus communiquer, aussi sur les sujets de l'insuffisance cardiaque. On est allé avec Géraldine à l'assurance maladie, des CGDR et CEPAM, discuter de tout ça. C'est quand même, il se passe un mouvement, il y a des choses qui se font. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie que ça fonctionne, que ça se décloisonne. Et donc voilà, ça va prendre du temps. En tout cas, moi, de ma fenêtre, j'ai l'impression quand même qu'il y a un mouvement qui se crée. Géraldine, allez-y. Je voulais juste te dire, c'est qu'effectivement, le Ségur a été l'occasion de se rapprocher un peu plus des territoires, parce que l'accompagnement, il était plutôt descendant, et que les moyens qui nous ont été donnés ont permis, côté grade, à renforcer les équipes, côté ARS, au niveau du pilotage aussi, à avoir un accompagnement plus au niveau des départements, alors que jusqu'ici, on était plutôt à l'échelle régionale, et ça a permis beaucoup mieux d'interagir à la fois avec les délégations départementales de l'ARS, les CPAM et le grade, donc il y avait les moyens d'être en proximité sur les départements, et ça aussi, ça a été vecteur d'un meilleur retour d'informations, même si on a encore du travail, je n'en doute pas. Merci pour votre suggestion et pour votre écoute ici sur scène. D'autres questions, d'autres remarques? On va apporter le micro à ce monsieur. Je vous invite à vous présenter, s'il vous plaît, Laurent Sacomano. Oui, peut-être c'est l'occasion, mais peut-être qu'Annie Prévost en reparlera un peu plus clairement. Pour rebondir justement sur tout ça, je crois que c'est l'intérêt de notre journée. C'est d'avoir ces usages et surtout d'avoir ces retours d'expérimentation, enfin ce retour d'usage, ce retour de terrain. Et on en parle souvent parce que là, on a évoqué la transmission d'un PDF, on a évoqué l'alimentation de l'espace santé, on a évoqué l'utilisation de l'INS, mais on peut avoir une multitude d'usages aussi qui posent problème dans nos logiciels métiers, dans la communication, dans ce qui permettrait normalement cette communication optimale. Et on voit que, alors, aussi bien dans les grades que dans les URPS, que des solutions, et c'était ce que je disais ce matin, les industriels ont développé aussi des tas d'outils. Mais finalement, si cet outil n'est pas partagé et n'est pas utilisable, eh bien, on développe chacun son petit écosystème. Et dès qu'on essaie d'élargir à son petit réseau, dès qu'on va essayer de parler avec l'hôpital du coin ou avec l'hôpital support du GHG, on est coincé. Et je pense que c'est aussi le sujet de mutualiser un petit peu et de regarder tout ce qui est fait. On en a parlé, enfin, moi j'ai découvert en conférence nationale des URPS les outils qui ont été développés par Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine a développé des outils mais absolument formidables sur le plan numérique. Mais c'est l'URPS qui les a financés, ce qui veut dire que les autres URPS au même moment travaillaient sur les mêmes sujets mais sur d'autres pistes. Les ARS avec des fonds régionaux ont financé aussi ce déploiement. Mais il n'y a pas eu cette coordination. Alors après, je laisserai éventuellement Annie compléter sur ce sujet-là, parce que... Préparez-vous la patate chaude, Annie. Juste voilà, après. non, mais c'est probablement l'enjeu de demain aussi, d'être capable de faire cet état des lieux et de regarder, et puis de se dire maintenant, voilà, on a fait sortir, on a fait remonter des tas d'expérimentations, peut-être que maintenant on regarde un petit peu celles qui sont les plus performantes, celles qui sont les plus utiles, comment on travaille entre nous, comment on travaille en interprofessionnel, et comment on travaille entre la ville et l'hôpital et toutes les institutions qui sont là. Annie Prévost, oui, bien sûr. Denis Robert, on va brancher le micro, s'il vous plaît. En réaction à ce que dit Laurent, effectivement, on retient l'expérience la plus innovante, la plus performante, on veut la généraliser, mais sauf qu'il faut bien qu'on accepte une chose tous ensemble, c'est qu'au moment où on passe à cette généralisation, forcément, on va être obligé de revoir un certain nombre de standards pour qu'ils soient acceptables partout. Et ceux qui ont été les premiers, qui sont les plus vivent en général cette étape comme une grande souffrance. On dit, mais c'est incroyable, on a fait un super truc, et puis voilà, et ils s'en emparent, et ils font quelque chose de moins bien, etc. Donc ça, c'est vraiment un sujet permanent dans le passage de l'expérimentation à la généralisation. Comment ne pas décevoir ceux qui sont allés le plus loin, le plus vite. De la gestion des égos et de l'importance de la reconnaissance. Régalez-vous. Annie Prévost, peut-être pour répondre à Laurent. Alors, pour répondre à Laurent, non, mais c'est vrai qu'on a, mais avec les ARS et les grades aussi, je crois qu'il y a peut-être deux domaines de jeu. Il y a toute la partie de l'existant, où en fait on sait que vous avez développé un certain nombre de choses, l'ARS Occitanie a développé un certain nombre de choses, Hauts-de-France aussi, des choses plus ou moins proches, qui sont plus ou moins conformes, qui répondent plus ou moins aux usages, qui ont coûté plus ou moins cher.
Et puis on sait qu'à côté, les URPS, qui n'étaient pas contentes finalement de ce qu'avait fait leur grade ou leur ARS, a aussi développé des choses, ou même ne le savait pas en fait, tout simplement. Hein. Donc on a commencé à faire au niveau, je l'en ai parlé un tout petit peu ce matin, au niveau des ARS et des grades, dans les groupes mutualisation qu'on a ensemble dans la gouvernance nationale, on a commencé à faire ce recensement, tout le monde ensemble. Là, Votre micro, Annie, dans un programme qui s'appelle Comet maintenant, où on essaye de recenser ce qui existe, de regarder quels sont les usages, combien ça coûte, et de savoir comment on va se mettre d'accord pour mutualiser entre ARS ou grade, pour savoir finalement lequel on utilise. Et après, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas allé au bout du chemin, parce que pour faire ça, et après je rebondirai sur ce qu'a dit Laurent, il faut créer une gouvernance. C'est-à-dire, il faut se mettre d'accord sur comment on va décider de garder, je vais dire n'importe quoi, le portail professionnel, par exemple, de PACA, plutôt que celui de Rhône-Alpes. Oui. Hein, pourquoi ? Ou pourquoi on ne va pas garder tous les outils de Rhône-Alpes ? Parce que finalement, eux, ils font du libre, ils ont beaucoup d'usages, ils ne sont pas chers, et finalement, les autres n'auront plus d'outils. Et ça, il faut absolument savoir comment vous allez décider entre vous et qui va se répartir sur le territoire, comment ça va marcher. Peut-être qu'il va y avoir des zones de spécialité, etc. On n'a pas commencé à travailler là-dessus, ça me semble indispensable. Deuxièmement, on s'est dit, quand on commence à travailler là-dessus, quand on a discuté avec Laurent et pour le coup avec la Cour des comptes qui est venue nous voir, parce qu'ils faisaient une mission sur les URPS, ils sont venus me voir en me disant, mais vous, on ne sait pas ce que vous foutez. Bon. On est un petit microbe qui coûte cher, comme vous avez dit, là, nous aussi. Vous êtes un petit microbe qui coûte cher, on ne sait pas ce que vous foutez. Pourquoi vous ne vous êtes pas intéressé aux outils que développent les URPS ? Et pourquoi vous aussi, vous ne travaillez pas là-dessus ? Moi, j'ai dit, ah bon ? Alors, du coup, je me suis retournée vers mes collaborateurs, mais qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Ils m'ont dit, rien. Ah bon ? Donc, j'ai appelé Laurent, j'ai dit, mais oui, pourquoi tu ne fous rien, toi non plus, là-dessus ? Parce qu'il était en Argentine. Et donc, il était venu, il m'a dit, attends, je viens te rejoindre en Argentine, on va en discuter. Et donc, en fait, on s'est dit, en fait, c'est vrai que dans le panorama, peut-être qu'il faudrait élargir aussi aux URPS, c'est développer aussi, en partie avec des crédits publics, regarder comment on peut avoir une gouvernance. Mais en fait, pour moi, c'est quelque chose de personnel, mais j'insiste beaucoup, ça ne peut pas être qu'une logique, monsieur le préfet, peut-être je vais vous choquer, mais ça ne peut pas être qu'une logique aussi de rationalisation et de rationalisation financière. Moi, je suis comme vous, aux fonctionnaires, j'ai passé 15 ans au ministère des Finances. Le ministère des Finances, dès que vous leur dites on va rationaliser, eux, ils disent on ramasse l'argent, hein, et puis vous allez faire des économies. Mais en fait, il faut que cet argent, à mon avis, et il faut qu'on se batte tous là-dessus, qu'il soit reconverti pour justement qu'on trouve un modèle pour l'innovation. Parce que justement, quand on aura rationalisé un peu ce socle, on aura peut-être des moyens de faire de l'innovation et peut-être aussi être plus intelligent, mais peut-être tous ensemble. Parce que si on a fait des territoires un peu de force, peut-être qu'on aura les moyens de promouvoir mieux l'innovation, que je crois aussi une des questions que se posent beaucoup de territoires. Voilà. Merci beaucoup pour ça. N'oubliez pas, dans ce que nous a dit notre jeune intervenant tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on arrête les millefeuilles aussi. Ne rajoutez pas des couches alors qu'on parlait de simplification. Une dernière question. 5, 4, 3, 2. Ah oui, une ici. Bonjour, et ce sera la dernière. Bonjour, donc Jean-Paul Tassot, directeur adjoint à l'hôpital d'Antibes. Le micro, Jean-Paul. Oui, plus proche. Oui. Donc simplement, mon intervention, c'était peut-être pour faire écho à l'intervention d'Agnès Papone, donc directrice H3VE, qui veut dire Haute-Vallée du Var, de l'Esteron et de la Vayre. Donc on est en moyenne montagne, donc voilà, dans le nord des Alpes-Maritimes, sud du 04. Office du tourisme, donc. Voilà. Non, mais simplement, ce que je souhaitais dire, c'est que là, on a sur ce territoire, donc l'hôpital d'Antibes est très impliqué, puisqu'on est aussi en direction commune avec Puget-Aignan et Entrevaux, qui sont les établissements qui sont situés sur cette CPTS. Et mon intervention, c'était pour dire qu'il y a peut-être le niveau aussi, ce niveau local, où l'hôpital a une responsabilité sur une population qui est croisée avec celle des CPTS et où il y a vraiment des enjeux de proximité, d'usage, d'expérimentation qui peuvent être, et qui, à mon sens, qui devraient être un standard à l'échelle au moins de la région et plus. C'est-à-dire que nous avons, à ce niveau de proximité entre les hôpitaux et les libéraux des CPTS, nous avons un terrain d'expérimentation qui peut être extrêmement intéressant pour le grade et pour d'autres innovations. Ce n'est pas seulement parce que l'hôpital d'Antibes, c'est aussi l'hôpital de la communauté de Sophia Antipolis, qui est, je crois, la plus grande ou une des plus grandes technopoles de France. Donc c'est aussi pour ça qu'on est dans cette logique. Voilà.
Merci. Donc voilà, donc c'est peut-être c'est une invitation. C'est une invitation effectivement, non seulement à venir, mais peut-être à dupliquer. Bien sûr. Voilà. Merci Jean-Paul pour cet éclairage. Je vous propose d'applaudir, de remercier vos invités ce matin.